Bonjour à tous. Alors pour ceux qui n'étaient pas là effectivement hier, en deux mots, donc je m'appelle Geoffrey Delcroix, je suis chargé d'études au sein de la direction des études de l'innovation et de la prospective de la CNIL. Donc en quoi ça consiste ce travail? Donc, je ne suis pas juriste, ce qui est le cœur de métier de la commission, donc la Commission nationale informatique et liberté. Donc mon rôle, c'est avec ma directrice et l'équipe, c'est de piloter une activité de veille, un programme d'études, lancer un laboratoire d'innovation et créer des contacts et des relations avec des chercheurs, des think tanks, des entreprises, des communautés du numérique, du libre, des hackers, enfin vraiment très largement, pour essayer d'anticiper sur les nouvelles technologies, mais pas tellement du point de vue des technologies en elles-mêmes, mais bien des usages et des comportements des utilisateurs pour essayer de réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur la vie privée. C'est une notion assez complexe, on ne va pas rentrer dans les définitions, mais vous voyez quand même, je pense spontanément de quoi on peut parler. La protection des données personnelles et plus largement en fait des questions de liberté dans le monde numérique et d'éthique dans le monde numérique. Donc moi ce que je voulais faire en fait c'était un peu partir. Donc vous voyez à l'écran, alors déjà un petit élément technique, j'utilise un outil de présentation que j'aime bien qui permet de faire des déplacements et des effets de zoom. Comme j'ai préparé, je ne savais pas exactement combien de temps j'avais, donc j'ai préparé un peu large, je vais peut-être zapper certains éléments un peu rapidement, essayer de ne pas avoir la nausée à cause de mouvements trop rapides, et dites-moi si jamais ça devient vraiment désagréable visuellement. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment partir, donc en bas vous voyez de ce Y, des usages, et des usages de ces générations, de ces jeunes générations, pour ensuite arriver sur deux questions qui me paraissent importantes et dont on peut, pour ouvrir vraiment la discussion, d'un côté les questions de culture et d'éducation numérique, et de l'autre côté les questions d'encadrement réglementaire, légal ou du droit plus globalement. Donc déjà sur les usages, quelques éléments. Bon, je ne vais pas revenir sur ces histoires de génération X, Y, Z, on en a déjà parlé, juste pour vous dire qu'il y a toujours un intervenant qui dit qu'il n'est pas d'accord, enfin voilà, je ne vais pas vous faire ça, mais simplement vous dire que moi je trouve que c'est peut-être parce que je suis à la limite entre X et Y, et donc que ça me vexe, mais c'est pour ça aussi que j'ai mis 15-35 ans, je pense. Moi je pense que ce qui est important c'est de s'interroger sur vraiment la différence entre ceux qui sont nés dans le numérique et plus exactement d'ailleurs dans la connexion, pas tellement l'informatique, et les autres. Donc je vais essentiellement me focaliser finalement sur les digital natives, pas forcément X, Y, Z. Voilà. Donc nous ce qu'on essaye de passer comme message en termes d'usage, c'est qu'évidemment c'est une population importante pour nous, puisque ce sont des gens qui ont des usages très intensifs. Et on peut considérer qu'il y a un effet de génération et de toute façon aussi un effet d'âge, et le fait est que c'est aussi une bonne manière d'anticiper un certain nombre des événements qui vont arriver dans les années à venir pour l'ensemble de la population. Pas pour tout, mais pour une partie. Et nous, ce qu'on essaie de dire, c'est vraiment que ce ne sont pas des utilisateurs si irresponsables que ça. Je ne pense pas qu'on l'ait tellement évoqué comme ça pendant ces 2 jours, mais nous, on entend quand même beaucoup ça. Il faut protéger les jeunes de tous ces effroyables dangers d'Internet, pirates et autres pédophiles. Donc nous, on essaye quand même d'avoir un discours un petit peu plus positif aussi, et en particulier, je vais vous donner quelques éléments rapidement sur des études qu'on pilote pour essayer d'avoir des informations sur les usages. Par exemple, sur les smartphones, on a fait une étude. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces générations-là sont évidemment des gens qui adhèrent très rapidement aux technologies. Donc par exemple, presque la moitié des smartphones en circulation en France sont détenus par des gens qui ont entre 15 et 35 ans. Donc par rapport à la démographie générale, c'est quand même un élément assez important, donc c'est très utile pour nous de regarder ça. Et ce qu'on constate, c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce tableau, mais on voit vraiment des usages évidemment beaucoup plus intensifs. C'est-à-dire si on veut regarder les gens qui utilisent vraiment les fonctionnalités du smartphone et fonctionnalités avancées, c'est vraiment sur ces générations-là qu'on les voit, alors que sur d'autres générations, on peut avoir des utilisations qui sont finalement plus classiques. En gros, on les a un peu obligés à prendre un smartphone puisqu'il n'y a que ça chez le vendeur. On vient de faire, là c'est vraiment la toute dernière étude, on l'a publiée en décembre, une étude sur l'usage des photos, publication et partage de photos, et en montrant à quel point la photo est devenue l'élément central d'un espèce de marketing de soi des gens sur les réseaux, et c'est particulièrement frappant pour les plus jeunes. Alors vous allez voir, donc, par exemple, il y a 58% des internautes qui publient des photos sur les réseaux sociaux, c'est quand même déjà énorme, mais on atteint 86% pour les 18-24 ans. Ils sont aussi du coup ceux qui sont le plus face à des problèmes éventuels, donc 61% des 18-24 ans disent qu'ils ont déjà été gênés par une photo publiée sur Internet,
Et finalement, ils ont des positions qui peuvent être considérées comme relativement, un peu ambiguës bien sûr, mais aussi assez prudentes sur un certain nombre de choses. Alors là, c'est là où je vais passer un petit peu rapidement, mais pour vous donner quelques éléments, dans tous nos résultats sur cette étude, on a vraiment été obligé de montrer, enfin obligé dans le bon sens du terme, de montrer les résultats par âge, puisque la moyenne écrasait tout le temps les résultats. Vous voyez là, 58% public, 86% sur les 18-24, et ça se retrouve vraiment sur tous nos résultats. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment focalisé aussi là-dessus. Vous voyez par exemple sur les activités de republication, de repartage, c'est aussi évidemment très fort. Sur la présence en photo, sur les réseaux aussi évidemment. Sur l'utilisation du tag, l'identification de personnes, qui est évidemment une question qui nous intéresse énormément, puisque là, tout de suite, ça change la nature de la photo. Oui, oui, pardon. C'est le fait d'étiqueter sur une photo un objet, mais ça c'est quand même assez rare, ou une personne pour indiquer son nom. Et donc sur Facebook, on peut faire ça. On a un petit carré quand on passe sur le visage, et on peut rajouter le nom. Ce qui permet d'attirer l'attention de la personne, mais ce qui aussi rend la photo beaucoup plus, comment dire, ça la transforme en une information beaucoup plus facilement requêtable par un moteur, et donc ça change vraiment la nature de la photographie. Après, il y a des outils de reconnaissance faciale, on pourrait rentrer là-dedans, mais on ne va pas tellement avoir le temps. Et dans le même temps, vraiment, c'est sur ces générations-là qu'on voit des discours sur moi j'ai déjà été gêné, du coup je fais plus attention, j'essaye de limiter les impacts négatifs. Là, je ne rentre pas dans les chiffres, mais vous voyez, ils sont toujours plus importants sur ces générations-là. Vous voyez par exemple, et du coup ça conduit à des utilisations plus avancées, par exemple des paramétrages. 73% des 25-35 ans disent contrôler avec soin les paramètres avant de publier des photos. Disent, hein, c'est pas forcément la réalité, mais enfin en tout cas ils l'expriment. Donc ce qui nous a paru intéressant, c'est que vraiment sur les 18-24 ans, on constate vraiment une envie d'avoir la liberté de s'exprimer, mais en essayant de contrôler de manière assez sophistiquée, d'avoir des stratégies assez sophistiquées de publication. Et le dernier élément que je voulais évoquer, c'est là où je vais passer un petit peu rapidement, c'est que nous, on pense que c'est très important aussi d'utiliser cette génération, pour reprendre les thèmes de ce séminaire, cette génération Y, pour parler aussi à la génération suivante, Z si on veut. Voilà, parce qu'effectivement, on constate que la génération suivante a besoin aussi d'accompagnement et qu'elle ne va pas forcément le chercher auprès des parents en particulier. Alors je vais pas rentrer, en plus on en a déjà parlé, mais ouais, ça je vais passer. On avait fait une étude sur les réseaux sociaux, je vais passer directement à ça. Voilà. Par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux arrive vraiment très jeune. Hein. Là, on a 48% des 8-17 ans qui sont sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Ça veut dire une part très importante des 8-13 ans, par exemple, quand même, qui sont déjà sur ces réseaux. Et évidemment, là, c'est des gens qu'on a beaucoup plus de besoin d'accompagnement. Avec déjà, vous voyez, 70 amis au primaire en moyenne, hein, c'est une moyenne, donc on peut quand même se demander, et c'était des chiffres d'il y a 1 an et demi, hein, donc je pense qu'on est plus haut. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en plus, il n'y avait pas forcément un dialogue parent-enfant extrêmement développé sur ces sujets, il est relativement limité aux questions quantitatives, et donc pas forcément, c'est-à-dire combien d'heures sont passées, et des choses comme ça, et pas forcément une discussion sur vraiment la manière de l'utiliser, pour l'instant. Et par exemple, les parents ont tendance, par exemple, soit c'est vraiment uniquement quantitatif, soit c'est des choses du genre contrôler la connexion par l'ordinateur de la maison, ce qui maintenant est quand même qu'une partie assez décroissante des connexions, puisqu'il y a les téléphones ou des choses comme ça. Et en plus, au mieux, on arrivait à des choses du genre, les parents demandent à être amis de l'enfant sur Facebook, ce qui est, à notre avis, pas vraiment une solution efficace, voire pas du tout efficace. Donc voilà, donc, sur ces questions d'usage, vraiment, nous on utilise souvent ces générations-là pour essayer de prendre un peu le pouls de nouveaux usages, les extrapoler, mais sans dire que forcément toute la population va faire pareil dans quelques années, mais quand même pour sentir des choses, et aussi pour dire ça marche dans les deux sens. Ce sont souvent des générations qui finalement, contrairement à ce qu'on pense, ont des usages avancés, comprennent les choses et donc peuvent apprendre à leurs aînés à utiliser ça de manière plus efficace. Mais ça marche vraiment dans les deux sens. Hein. Je pense qu'il ne faut pas faire d'angélisme non plus en pensant qu'il n'y a qu'eux qui les utilisent intelligemment. Donc sur le côté éducation numérique et culture numérique, c'est vraiment pour vous poser, essayer de vous montrer ce qu'on essaye de faire. C'est
on débute peut-être un peu sur certaines choses, et pour voir un peu comment vous voyez ça. Alors la première question, c'est vraiment cette question de comment développer et transmettre une culture numérique. Alors, quel rôle pour l'école et les universités? Bon, ça on en a beaucoup parlé, donc je vais un peu passer, mais il y a une phrase là, je ne sais plus si je l'ai mise en... Non. C'est extrait d'un article dans Libération et Place de la Toile, une émission de radio, une professeure en sciences de l'information et de la communication qui avait un discours très, très dur face à l'école et à l'université, qui disait qu'elle échouait à transmettre aux élèves des méthodes efficaces de travail, par exemple sur les sources, ce qui est extrêmement important dans la culture numérique. Et donc ça, on en a déjà beaucoup parlé, je pense. Ça rejoint un peu la question sur l'apprentissage que vous avez eu à traiter, la pédagogie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que ce n'est pas seulement une question d'utiliser les outils du numérique dans l'éducation, mais c'est bien de développer un discours autour de cette culture du numérique. Et évidemment, l'autre problème, c'est quel rôle pour les autorités publiques. Donc, par exemple, pour une autorité indépendante comme la CNIL, comment faire pour prendre en compte les conséquences, aider les gens à prendre en compte des conséquences de long terme, par exemple, et en particulier aussi essayer de rendre plus transparent ce qui ne l'est pas, par exemple la traçabilité sur Internet, les cookies ou des choses comme ça. Donc, ce qu'on essaye de faire, le grand enjeu, c'est d'essayer d'avoir une communication, par exemple, qui fait de la pédagogie, mais sans se focaliser sur les risques, puisque, comme je le disais à certains d'entre vous, si la CNIL dit 10 choses, que sur les 10 choses, il y a une des choses qui est « ça c'est dangereux », eh bien, généralement, les journalistes ne gardent que cette 10e chose et oublient les 9 premières. Donc on est obligé d'essayer d'avoir un discours très positif, ne serait-ce que pour équilibrer ce qui finit par passer dans les médias. Donc on essaie d'avoir vraiment une pédagogie des usages et pas seulement de ce qui est dangereux. Alors je ne vais pas vous passer les vidéos, mais par exemple on avait fait une vidéo interactive qui s'appelait Share the Party. J'en ai mis réfléchissez avant de cliquer, parce que essayez de ne pas utiliser que des termes anglo-saxons non plus, que je vous invite à aller voir sur YouTube, qui était vraiment sur une soirée avec des photos, est-ce qu'on publie ou pas les photos en fonction de ce qu'il y a dessus. Et on essaye aussi de faire, donc ça c'est vraiment de la communication, et on essaye de faire des tutoriels, des explications, des conseils. Alors c'est pas facile, hein, c'est très compliqué même dans un certain nombre de cas, mais attendez, je vais passer. Attendez, je vais pas, hop. Excusez-moi. Comment je fais pour passer? Vous voyez, sans avoir le son, vous voyez par exemple, on essaie d'expliquer comment paramétrer son navigateur pour faire de la navigation privée. On a fait aussi une vidéo sur l'installation d'un logiciel de blocage de publicité volontaire et activé par l'utilisateur, contrairement à certaines choses qui ont eu dans la presse récemment, je ne rentre pas dans les détails. Vous voyez sûrement de quoi je veux parler. Comment est-ce qu'on peut limiter ces traces sur Internet en utilisant un certain nombre d'outils. Enfin, voilà, on essaie de faire des outils pédagogiques que vous pouvez trouver sur le site de la CNIL en tapant tutoriel CNIL dans votre moteur de recherche préféré. Donc on essaye d'offrir des solutions et c'est vraiment pas facile, hein, parce qu'il faut arriver à expliquer ça simplement, que ce soit compréhensible à la fois par les très très geeks qui vont toujours nous dire vous expliquez mal, il y a tel outil qui est bien mieux, voilà, et puis ceux qui sont pas très fans de ces choses-là et pour lesquels déjà venir installer un plugin ou un add-on dans un navigateur peut être quelque chose d'assez compliqué. Et enfin la dernière chose, c'est donc on a une activité de lab, ça c'est vraiment ma direction, une activité de laboratoire. On essaye de travailler avec beaucoup de chercheurs. Donc on a publié un cahier que vous pouvez aussi trouver sur le site, qui s'appelle Vie privée à l'horizon de 2020. On a interrogé 42 experts français, puisqu'on ne pouvait pas se déplacer trop dans ce cas-là. On a fait quelques visioconférences, bien sûr, mais voilà, assez franco-français pour l'instant, mais on va faire un peu mieux après. Donc on essaye d'interroger des experts pour avoir des idées. Et on a créé un laboratoire d'innovation dans lequel on développe des outils. Par exemple, on a développé un outil de traçabilité des cookies pour les représenter visuellement, un petit peu comme ce qui existe sur Mozilla, mais qui marche sur tous les navigateurs. Voilà. Donc on essaye d'avoir vraiment une approche par les usages de la pédagogie et de l'éducation au numérique, qui est vraiment une priorité pour la CNIL. Et le dernier élément, et je termine en 5 minutes, c'est l'évolution du cadre légal et réglementaire. Et en fait, c'est beaucoup moins que vraiment le droit dur. D'abord, je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi. C'est de s'interroger sur un cadre éthique du numérique. Donc, en 2 mots, parce que quand même, il est important que vous ayez ça en tête, sinon je n'aurais pas fait mon
mon travail. Il y a un cadre législatif et réglementaire qui existe depuis longtemps. Il est ancien. Donc il y a une loi de 1978, il y a une directive européenne en 1995 qui a été transposée dans une autre loi en 2004. Ça a changé les pouvoirs et les activités de la CNIL, je ne rentre pas dans les détails. Et vous avez actuellement un grand débat au niveau européen pour de rédaction d'un nouveau document qui sera un règlement. Donc ça veut dire qu'il s'appliquera directement, contrairement à la directive. Il n'y aura pas besoin d'une loi de transposition, et qui doit poser un cadre juridique commun pour toute l'Europe. Et c'est vraiment un débat, je pense, qui est extrêmement important. Alors il est très technique, mais dans les médias, vous devez voir des articles. Malheureusement, on parle pratiquement uniquement du droit à l'oubli ou de choses comme ça, alors qu'il y a beaucoup de choses dans ce cadre. Et je vous invite vraiment à vous intéresser à ce débat, qui sera, à mon avis, extrêmement important dans les années à venir. Et si on se loupe sur ce règlement, je pense que ça deviendra très compliqué et, dans les années à venir. Je pourrais rentrer dans les détails si vous avez des questions. Mais... Donc, sur la CNIL, bon, c'est une institution indépendante qui est chargée de veiller au respect de l'identité humaine, de la vie privée et des libertés dans un monde numérique. Donc c'est vraiment une formule très large, hein. C'est pas juste il faut oublier l'idée que la CNIL est juste quelqu'un à qui on déclare des fichiers. Voilà, ça c'était la CNIL il y a avant, mais maintenant c'est quand même beaucoup plus large que ça. Pour vous donner une idée quand même, il y a une autorité de protection des données dans tous les pays européens, c'est une obligation communautaire. Elles n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs, mais donc vous voyez, c'est tous les pays en vert. Tous les pays en vert sont ceux dont on considère qu'ils ont une législation équivalente à celle de la France et de l'Union européenne, avec évidemment des détails. Donc vous voyez, c'est quand même pas tant de pays que ça. Je pense que la carte est à peu près à jour. Vous avez ce qu'on appelle non équivalentes à l'Union européenne, mais avec des dérogations pour ne pas vexer les Américains. Donc il y a quand même des échanges avec les États-Unis. Et puis vous voyez donc toute la carte où il y a absolument quasiment rien. Donc il y a quand même pas beaucoup de pays dans le monde dans lesquels il y a un cadre législatif et réglementaire efficace. Et imaginez ce que ça veut dire sur les transferts internationaux de données. Ça ne simplifie pas les choses. Je rentre pas dans les détails. La CNIL, donc c'est 17 commissaires, vous voyez la composition à l'écran qui sont nommés, donc, et c'est 170 agents. C'était 80 agents il y a 10 ans, donc elle a vraiment grossi parce que les missions ont vraiment changé. Il y a des missions de contrôle, il y a des missions de sanction, il y a des fonctions de labellisation, des fonctions d'accompagnement des entreprises avec les correspondants informatiques et liberté. Il y a un service des plaintes, vous pouvez téléphoner demain à la CNIL pour poser une question. Et si jamais vous avez un problème, vous pouvez gratuitement saisir la CNIL d'une plainte contre une entreprise. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de missions différentes qui se résument, à mon avis, très bien par ce texte, cet élément qui vient de la loi de 78. L'informatique doit respecter l'identité humaine, les droits de l'homme, la vie privée, les libertés. C'est très général, mais finalement, moi, c'est un message que je voulais vous faire passer pour conclure, et ça va être les 3 derniers messages. C'est qu'on n'a pas forcément besoin de changer la loi tout le temps pour s'adapter aux technologies. Moi, je pense que ça, c'est une course, on a forcément perdu si on fait ça. Donc j'entends souvent des gens qui disent la loi est plus adaptée, elle n'est pas à jour, elle colle pas avec les technologies. C'est vrai, mais je ne pense pas que ça veut dire qu'il fallait faire une loi sinon il faut en faire une tous les ans sur ces sujets-là, hein, ou tous les 2 ans. Donc vous avez vu, le processus européen là, va prendre 5 ans. Donc si vous vous mettez dans des idées comme ça, vous serez toujours en retard. Donc je pense que vraiment l'idée, c'est que ces lois doivent porter des grands principes, et cette loi informatique et liberté a vraiment cette qualité, à mon sens, c'est qu'elle pose des grands principes qui sont finalement pas si inefficaces que ça. Après, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à les impliquer intelligemment. Et effectivement, ça, parfois, sur certains sujets, ça pose de vrais problèmes. Bon, je vais passer ça, qu'est-ce qu'une donnée personnelle et les grands principes. Pour y revenir. Et donc pour conclure, ce que je voulais un peu vous poser comme question, c'est finalement ce qu'il faut penser, c'est réfléchir à un cadre éthique pour le numérique. Comment est-ce qu'en tant que société, on a envie que ces outils-là soient utilisés, et est-ce qu'on a envie de poser des lignes rouges et de s'interroger sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. C'est pas du droit pur, c'est vraiment une question de valeur aussi. Et je voulais évoquer trois questions, à mon avis, qui sont des questions intéressantes. La première, c'est de se demander si, au-delà de la loi, la compétence technique n'est pas extraordinairement importante. Donc cette phrase code is law, hein, c'est la phrase célèbre de Lawrence Lessig. C'est cette idée que maintenant dans le numérique, si on ne cherche pas à comprendre le code, qu'on se contente de surplomber ça par des grandes règles juridiques, on est à côté de la plaque. Il faut rentrer dans le code et donc réfléchir peut-être. J'ai mis le logo des Creative Commons, donc c'est du droit qui a émergé
de la société civile de manière assez spontanée, et finalement il faut peut-être penser aussi des choses comme ça sur les sujets autres que ceux du droit de propriété intellectuelle qui focalisent beaucoup d'interrogations, mais finalement qui ne sont qu'un tout petit bout des droits dans le monde numérique. Et finalement, la question, c'est peut-être un peu, est-ce que demain, il ne faudra pas coder ou être codé? C'est une expression que, alors je pense que je la vole à Henri Verdier, qui avait dû l'apprendre à quelqu'un aussi avant. Et peut-être qu'il faut s'interroger sur est-ce que la deuxième langue qu'il faut apprendre à l'école demain, c'est pas le code, au moins avoir des éléments de compréhension sur le code. Et je dis ça sachant que moi, j'ai une formation de sciences humaines et sociales, et que donc, j'ai beau être geek, je suis incapable de coder quoi que ce soit, à part trois balises HTML, comme ça, quoi. Donc c'est peut-être quelque chose d'extrêmement important à penser dans la pédagogie. Les deux derniers points, on pense toujours à la loi, mais évidemment dans ce monde-là, il faut penser le contrat, et c'est donc pas toujours uniquement de la loi, parce que c'est bien d'avoir des lois, mais si après le droit des contrats vient casser ça, ça pose des problèmes. Donc là, évidemment, c'est cette question des conditions générales d'utilisation. Il y a des chercheurs américains qui ont montré que lire toutes les politiques de vie privée et de confidentialité des sites que vous rencontrez dans une année, ça vous prendrait 76 jours de travail pour les lire en entier. Donc inutile de dire que personne ne le fait, mais quand je dis personne ne le fait, c'est même les gens de la CNIL ne lisent pas nécessairement, enfin pour leur travail, quand ils doivent les évaluer, oui, mais en tant qu'utilisateur, personne ne fait ça. Donc c'est quand même un vrai problème, parce que c'est du faux droit, ça protège les entreprises, pas les personnes, donc c'est quand même extrêmement embêtant. OVNI, défunt site, malheureusement, avait fait cette analyse sur les modifications et les changements de taille, ça arrive tout le temps. Je suis à la CNIL depuis 1 an et demi, à chaque fois qu'il y a une annonce sur les modifications, et je finis en 1 minute, promis, des conditions générales d'utilisation de Facebook, maintenant je fais, c'est pas vrai, encore, c'est tout le temps, c'est tous les 6 mois des modifications. Vous avez vu ce qui s'est passé autour d'Instagram, ils en ont profité pour empêcher les class actions aux États-Unis par exemple. Enfin, c'est vraiment ça, c'est tout le temps. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Du coup, vous avez des initiatives aussi sur ces sujets-là. Ça, c'est un extrait d'un site qui s'appelle TOSDR, Terms of Services Didn't Read, qui est piloté par trois personnes, qui a été lancé par 3 personnes. Il y en a plein d'autres. Ils essayent d'évaluer les conditions générales d'utilisation de sites de manière collaborative. Vous pouvez vous inscrire et dire, moi ça, je trouve que c'est pas terrible comme élément. Vous discutez et ils essayent de les évaluer. C'est un projet que je trouve assez intéressant. Et pour vraiment conclure, la dernière question, c'est ce sujet du droit à l'oubli. Je pense qu'il faut s'en méfier énormément. On dit beaucoup de bêtises là-dessus. Un peu tout le monde, probablement un peu nous aussi. Mais c'est un sujet qui est sûrement intéressant. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, je vous recommande de lire, si vous avez l'occasion, ce texte de Tisseron qui est assez récent sur le droit à l'oubli sur Internet, qui est potentiellement une idée dangereuse. Je ne vais pas rentrer dans le contenu, mais je ne suis pas d'accord avec tout. Mais il y a des choses qui sont, à mon avis, très intéressantes. Donc vous avez comme ça quelques grands sujets où je pense que ça pourrait être intéressant que vous vous positionniez aussi sur ces questions. Et voilà, j'en ai terminé. Attendez, hop. J'en ai terminé. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Et vraiment, ce que je voulais finir par vous dire, c'est, je pense que c'est très important que ces générations prennent un rôle vis-à-vis des plus jeunes et des plus âgés, mais aussi une réflexion vraiment par rapport à la société. Et il faut éventuellement, par exemple, aider la CNIL à porter un certain nombre de messages au niveau politique. La CNIL n'est pas une institution politique, elle ne fait pas la loi, c'est le Parlement. Et donc on a vraiment besoin que ces sujets-là soient des sujets qui soient portés par la société civile, par des militants et par des citoyens. Donc on compte sur vous au moins autant que vous comptez sur nous, j'espère. Voilà, merci beaucoup.